Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un texte qui, à première vue, a tout du passage un peu rébarbatif. Le genre de passage qu'on a tendance à sauter, oui. Exactement. Le chapitre 36 du livre de la Genèse. C'est une très longue liste de noms. C'est ça. Mais on va essayer de le lire différemment, pas comme une généalogie, mais plutôt comme une carte politique, familiale, d'une nation qui est en train de naître. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ces listes pour voir ce qu'elles cachent. Comment une famille, celle d'Ésaü, peut devenir une nation Édom. Quelles sont les structures de pouvoir qui apparaissent? Tout à fait. C'est une plongée dans la fondation de ce peuple, un voisin d'Israël, ce qui rend la chose encore plus piquante. Bon, alors, allons-y, déballons tout ça. Parfait. Le chapitre commence sans détour. Voici la postérité d'Ésaü, qui est Édom. C'est direct. On ne perd pas de temps. Et tout de suite, on nous présente sa famille, ses femmes, Ada, Olibama et Basmath. Et ses premiers fils nés à Canaan, Éliphaz, Réuel. Une configuration, on va dire, assez classique pour un patriarche de l'époque. Oui, mais très vite, il se passe quelque chose de fondateur, la séparation avec son frère jumeau, Jacob. Et c'est la raison de cette séparation qui est le premier vrai indice. On n'est pas dans une histoire ordinaire, C'est vrai, on s'attendrait à quoi? Une vieille querelle qui ressort? surtout avec leur passif, oui. On imagine une dispute, une rivalité. Mais non, le verset 7 nous dit tout autre chose. C'est ça qui est frappant. Ce n'est pas un conflit, c'est un problème de riches, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Je cite, car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeuraient ensemble, le pays ne pouvait plus leur suffire. En d'autres termes, leur succès est tellement énorme qu'ils ne tiennent plus sur le même territoire. C'est fou, non? C'est leur réussite qui les sépare. C'est très contre-intuitif. Souvent, la séparation dans ces récits, c'est un drame, un exil. Une punition. Exactement. Ici, c'est le fruit d'une bénédiction. Le départ d'Ésaü, ce n'est pas un échec, c'est une expansion. Il ne fuit pas, il part fondé. Il part fondé, parce qu'il en a les moyens. Il s'établit comme un patriarche puissant, autonome, dans la montagne de Séhir. Et le texte insiste lourdement, il le répète, Ésaü, c'est Édom. La transition est faite. Voilà. L'homme devient un peuple, un territoire. Et à partir de là, le chapitre devient une sorte de chronologie de la construction de cette nation, à travers des listes. C'est ça, des phases de développement. La première, c'est la généalogie pure et dure, versets 9 à 19. On a les fils, les petits-fils, Théman, Omar, Kénaz. C'est l'arbre généalogique, oui, la base. Mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est déjà la première esquisse d'une structure de pouvoir. Comment ça? Chaque nom, il faut l'imaginer comme le germe d'un futur clan, d'une tribu. Et juste après les avoir listés comme « fils d'eux », le texte fait un glissement. Ah oui, c'est vrai. Juste après, il reprend les mêmes noms, mais il dit chef Théman, chef Omar, chef Tsépho. Et voilà, ce n'est plus un statut familial, C'est un titre. c'est un titre politique, c'est le point de bascule. On assiste en direct à la transformation d'une lignée de sang en... En hiérarchie. Donc, être le petit-fils d'Ésaü, ça ne donne pas juste un nom, ça donne une autorité. Une autorité formelle. C'est comme ça que naît l'aristocratie tribale. La famille est devenue un organigramme, si on veut. Ce n'est donc pas juste une liste de qui est le fils de qui. Non, c'est la formalisation du pouvoir. Le droit du sang, à cette époque, c'est la première source de légitimité. C'est indiscutable. D'accord. Mais, et c'est là que ça devient encore plus intéressant, le récit ne se contente pas de la famille d'Ésaü. Oui, le chapitre nous réserve une surprise. D'un coup, on change de sujet. On se met à lister les fils d'un certain Séhir, le Orient. Et le texte précise. Il précise qu'ils sont les anciens habitants du pays. Donc, le territoire n'était pas vide. Pas du tout. Il y avait déjà un peuple, les Orients, avec leur propre chef, Lotan, Shobal. Et ça, c'est crucial. L'installation d'Ésaü, ce n'est pas une création dans un désert, c'est une arrivée dans un lieu déjà peuplé, déjà structuré. Il y a une interaction, forcément. Forcément. Cohabitation, assimilation, peut-être conquête, on ne sait pas. Mais le texte leur donne une légitimité en les nommant. Et au milieu de cette liste, qui est aussi formelle que la première, il y a un détail. Le fameux détail stoppé. Un détail qui sort de nulle part. Verset 24. On nous parle d'un certain Anna, et le texte dit « C'est cette Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert quand il faisait paître les ânes. » C'est ma partie préférée.
J'adore. C'est une touche de réalisme incroyable. On imagine la scène. On est en plein document administratif et paf, on a ce jeune homme qui trouve un spa naturel en plein désert en gardant ses ânes. C'est une bouffée d'air frais, non? Mais est-ce que ça a une signification plus profonde ou c'est juste une anecdote? Trouver de l'eau dans le désert et de l'eau chaude en plus, ce n'est pas rien. Non, c'est vital. C'est un acte de découverte qui donne un statut. Celui qui trouve une source, il devient important. C'est peut-être pour ça qu'on se souvient de lui, de cet Anna. C'est un petit héros local. D'accord. Mais au-delà de l'anecdote, le lien entre les Édomites et les Horiens, il n'est pas que géographique. Il devient aussi familial. Ah oui, c'est vrai, il y a un croisement. Au verset 22, on nous dit qu'un chef horien, Lotan, a une sœur, Timna. Voilà. Et si on revient quelques versets en arrière, Mhm. au verset 12, on nous a déjà dit que cette même Timna est devenue la concubine d'Éliphaz, Le fils aîné d'Ésaü. le fils aîné d'Ésaü. La connexion est faite. C'est un mariage politique, une alliance stratégique. Le clan immigrant qui s'unit à l'aristocratie locale. C'est un processus d'intégration, de métissage. La nation édomite, en fait, c'est le fruit d'une fusion entre ces deux peuples. Donc on a eu la famille, puis les clans, puis la rencontre avec les autochtones, et l'évolution ne s'arrête pas là. Non, on monte encore d'un cran. À partir du verset 31, le vocabulaire change. On ne parle plus de chef, on parle de roi. C'est un saut qualitatif énorme. On passe d'une confédération de tribus à une monarchie. Un pouvoir centralisé. Exactement. Le pouvoir n'est plus partagé entre tous les descendants, il est concentré dans les mains d'un seul homme. Et on a la liste de 8 rois. Et là, ce ne sont plus juste des noms. On a quelques détails sur leurs actions. Le roi Hadad, par exemple, il a frappé Madian dans les champs de Moab. On est clairement à un autre niveau. Ce n'est plus un chef de clan qui gère ses troupeaux, C'est un royaume qui fait la guerre. qui a une politique étrangère, qui s'impose dans la région. C'est une vraie puissance. Mais la phrase la plus dingue de toute cette section, c'est la première. Celle qui introduit la liste des rois. Ah oui. Verset 31. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Attendez, ça change tout. Complètement. Ça veut dire que le texte affirme, noir sur blanc, qu'Édom était un royaume organisé bien avant Israël. C'est exactement ce que ça dit. C'est une petite bombe, cette phrase. Mais qu'est-ce que ça implique, ça? D'abord, ça donne à Édom une antériorité, une maturité politique impressionnante. Pendant que les tribus d'Israël étaient encore une confédération, Édom avait déjà un roi, une capitale, une armée. Ça casse un peu l'image d'Israël au centre de tout. Ça, la nuance en tout cas. Et deuxièmement, ça nous dit quelque chose sur l'auteur du texte. Il écrit à une époque où la monarchie en Israël existe déjà. Il l'utilise comme point de comparaison. Il regarde le passé depuis son présent. Voilà. C'est une information chronologique cruciale. C'est fascinant. Et il y a un autre détail étrange dans cette liste de rois. La succession ne semble pas héréditaire. Bien vu. C'est une observation capitale. Quand un roi meurt, le suivant n'est pas son fils. Il vient d'une autre ville, d'une autre famille. On passe de Béla de Dinaba à Jobab de Botsra. Ce n'est pas une dynastie, non? Alors, comment ça fonctionnait? On peut imaginer plusieurs choses. Peut-être une monarchie élective? C'est-à-dire? Les chefs des grands clans se réunissent et élisent le plus puissant ou le plus apte d'entre eux pour devenir roi. Une sorte de retour au système des chefs, mais à un niveau supérieur. C'est une possibilité très logique, oui. Ça permettrait de garder un équilibre des pouvoirs entre les grandes familles, d'éviter qu'une seule ne domine tout. En tout cas, ça montre une gouvernance assez complexe. On arrive à la toute fin du chapitre. Et il y a une dernière liste, des versets 40 à 43. Encore une liste de chefs. On pourrait croire à une répétition, mais la formulation est différente. Elle est crucialement différente, oui. Le texte dit que ces chefs sont listés selon leur tribu, selon leur territoire. L'accent est mis sur la géographie. Exactement. Ce n'est plus seulement la descendance qui compte, c'est l'administration du territoire. Donc quand on lit chef Timna, chef Alva, ça ne désigne plus seulement une personne, Mais aussi une région, un district administratif. un peu comme nos départements ou nos cantons. C'est l'idée. C'est l'étape finale de la construction de l'État. On a la structure familiale, puis tribale, puis monarchique, et enfin l'organisation territoriale. La nation est définie par sa géographie. C'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement. Et le chapitre se termine en bouclant la boucle. C'est là Ésaü, père d'Édom. Tout vient de lui. Quel parcours! Ce chapitre qui semblait être un simple annuaire, c'est en fait une chronique accélérée de la naissance d'une nation. C'est une véritable étude de cas.
On part d'une famille, si riche qu'un doit s'est séparé. De là naissent des clans. Ces clans arrivent sur une terre, se mélangent aux habitants, Forment des alliances, puis une monarchie se met en place, une monarchie non héréditaire et puissante. et qui précèdent même celle d'Israël. Et enfin, tout ça se stabilise en une nation organisée par territoire. C'est une leçon de sociologie politique contenue en une seule page. Tout à fait. Et ça nous amène à une dernière question peut-être? Une pensée pour la route? Je vous écoute. Le livre de la Genèse, il est centré sur l'histoire de Jacob, qui devient Israël. Alors pourquoi consacrer un chapitre entier, si précis, si respectueux presque, à la nation rivale d'Édom? C'est une excellente question. On aurait pu avoir une simple note et Ésaü eut des descendants. Fin de l'histoire. Mais là, c'est un traitement de faveur. C'est un traitement de faveur. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que cette reconnaissance de l'histoire d'Édom, de sa primauté, de sa complexité, nous dit sur la vision du monde de l'auteur? Quelle rigueur, la grandeur d'Édom, l'auteur reconnaît que l'histoire de l'autre, l'histoire du frère rival, Et tout aussi digne d'être raconté. est tout aussi dense et légitime. C'est peut-être un rappel que même dans les récits les plus fondateurs, il y a de la place pour la perspective du voisin, et que l'histoire d'un peuple, en fait, ne s'écrit jamais vraiment toute seule.